Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de la RIC Hebdo, l'émission hebdomadaire sur l'actualité des marchés financiers. Ravi de vous retrouver, on va parler de toute l'actualité qui s'est passée cette semaine. On va également parcourir les graphiques, notamment des indices US, de quelques actions américaines. On jettera un coup d'œil aussi du côté de l'Europe, du gold et du Bitcoin parce qu'il y a eu pas mal de news. On a eu beaucoup d'actualités cette semaine, donc ne tardons pas plus. Je remercie simplement les personnes qui likeront cette vidéo pour le travail que je fais chaque semaine et bienvenue à toutes les personnes qui découvriraient justement cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité des marchés financiers, du trading et de l'investissement. Sachez également que ce support, cette présentation que je vous fais aujourd'hui, elle est disponible directement sur mon canal Telegram qui est ouvert à tous. Vous avez le lien en description. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours sur l'actualité des marchés financiers, ou plus exactement sur les marchés financiers? Eh bien, tout d'abord, commençons par la décision de la Fed qui a décidé de ne pas toucher à ses taux directeurs. Alors, vous me direz, il n'y a pas grande surprise de ce côté-là, et je vous l'accorde. Mais, car il y a un mais, ce qui a vraiment été important cette semaine, c'était le discours de Jérôme Powell, et c'est d'ailleurs toujours ce qui est le plus intéressant dans une décision de la Fed, c'est de savoir un petit peu quelles sont ses anticipations, qu'est-ce qu'il vise pour les prochaines semaines et pour les prochains mois. Et il a expliqué lors de son discours que l'inflation est toujours un problème, même si on commence à voir quelques signes d'amélioration. En gros, ce qu'il faut retenir d'ici, et c'est ce que je partageais d'ailleurs sur mon canal Telegram, car oui, je ne mets pas que mes supports sur mon canal Telegram, je partage pas mal d'outils. D'ailleurs, j'ai créé justement un outil de notation pour les actions. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil, c'est sur le canal Telegram, mais je partage également de l'actualité tous les jours. Ce qu'il faut en retenir pour moi, c'est que la Fed reste super prudente et elle préfère garder une politique monétaire assez stricte tant qu'elle n'est pas sûre que l'inflation revienne vers l'objectif des 2%. D'ailleurs, l'inflation a plutôt tendance à réaugmenter ces derniers temps, donc on a envie de savoir un petit peu où est-ce qu'on en est. Mais là où c'est devenu très intéressant dans son discours, c'est qu'il a quand même laissé entendre que si les choses se détérioraient vraiment au niveau économique, il pourrait assouplir un peu la politique monétaire. Cela permet de donner un petit peu d'optimisme dans un monde qui est quand même sous tension actuellement. Et puisque d'ailleurs, on parle de tension, pourquoi pas mentionner l'administration Trump qui a mis encore un peu plus d'huile sur le feu en menaçant, ça c'était semaine dernière, d'imposer une taxe de 200% sur les vins et alcools européens. En réponse, l'Union européenne a dit qu'elle allait se venger. On a l'impression d'être dans une cour d'école, mais vous me direz, il faut bien se défendre aussi, avec des taxes sur les produits américains à hauteur de 26 milliards d'euros. Donc forcément, ça n'a pas aidé les secteurs notamment industriels et exportateurs qui ont pris un sacré coup en bourse et notamment quand vous allez voir les actions spécialisées dans ce domaine. Du côté de la Russie et de l'Ukraine, il y a eu une petite lueur d'espoir parce que les États-Unis ont proposé un cessez-le-feu temporaire pour éviter les attaques contre les infrastructures énergétiques. Est-ce que ça a vraiment été respecté? Ça, c'est une autre question, mais en tout cas, ça avait rassuré un petit peu les marchés. Trump a également appelé Zelensky. Il faut savoir qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes encore vendredi, il est 16h20 si vous voulez tout savoir. Je m'apprête à aller manger mon pain au chocolat pour le goûter. Mais avant ça, j'avais décidé de vous faire cette émission. Donc, bien évidemment, d'ici demain, où la vidéo sera publiée à 10h, pardonnez-moi, vous serez peut-être à votre tour avec un pain au chocolat. Il peut se passer aussi des choses de ce point de vue-là. Donc, attention à bien prendre avec des pincettes ce que je dis. Je ne peux parler qu'à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Du côté des marchés asiatiques, on a la Banque du Japon qui a laissé entendre qu'elle pourrait un jour resserrer sa politique monétaire si nécessaire, hein. On l'a vu, c'est des politiques ultra accommodantes depuis des dizaines d'années maintenant, enfin surtout depuis une bonne dizaine d'années, plutôt 15 ans. Ça reste assez vague, mais c'est déjà pas mal pour la Bank of Japan qui reste généralement très, très, voire ultra prudente. Et forcément, ça fait réagir les marchés. Les exportations japonaises ont souffert un petit peu à cause de la force du yen et du climat d'incertitude. Je vous propose de passer maintenant sur la partie graphique pour voir un petit peu tout ce que cela a pu donner dans les grandes lignes. On commence avec le S&P 500 qui, on l'avait vu la semaine dernière, a cassé, donc je suis sur une vue daily ici, a cassé son niveau de support et on s'était dit pourquoi pas jouer un petit rebond sur cette zone. Et pour l'instant, on est finalement dans un canal. Alors je l'ai tracé en 1 heure parce qu'on le voit bien, on voit un canal de rebond. C'est assez léger. Il n'y a pas vraiment une vraie volonté. Il n'y a pas de catalyseur pour moi qui permette de reprendre cette zone des 5700 et d'aller envisager la zone des 5008 un petit peu plus haut et pourquoi pas repartir dans une dynamique plus haussière. Pour moi, on est simplement dans un mouvement de rebond dans la correction haussière. Bien évidemment, je peux me tromper, mais je continue de jouer la baisse puisque tout simplement, dans ma tendance daily et 4 heures, on est dans une tendance baissière. Et tant qu'on n'a pas de retournement beaucoup plus important de ce point de vue-là et qu'on n'a pas vraiment de catalyseur qui change la dynamique des marchés, pour moi, je préfère continuer à envisager des baisses et ce rebond reste pour moi éphémère. Mais encore une fois, je peux me tromper et ceci n'est pas un conseil en investissement ni de trading. Suivez vos plans, vos stratégies et surtout vos croyances. Ça ne reste que les miennes. Vous en faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, quand on regarde d'un point de vue technique, ça reste baissier et on est simplement dans un rebond au court terme. Si on jette un coup d'œil également du côté
du Nasdaq. Cette fois-ci, on va se retrouver globalement dans la même disposition. On n'a pas réussi à reprendre ce gros niveau de polarité sur les 19 500, 19 800. On bloque, on voit qu'on rejette pas mal. Pareil, hein, on est dans une sorte de latéralisation depuis le début de la semaine. Pas grand-chose à faire. Nous, l'objectif, c'était plutôt d'essayer de vendre, puisque je vous rappelle que tous les lundis, je suis en live avec les membres qui le souhaitent. D'ailleurs, vous avez un lien pour rejoindre l'émission si ça vous tente en description. On prépare les plans de la semaine avec des stratégies de trading avancées. Le but, c'était plutôt de chercher des ventes dans cette zone-là. On voit que pour l'instant, ça donne pas grand-chose. C'est assez mou, mais voilà, à suivre. En tout cas, c'est pas totalement mort. On a eu bien eu le pullback sur l'oblique qu'on avait identifié la semaine dernière. C'était vraiment notre plan. Essayer de vendre dans ces eaux-là pour essayer d'aller chercher soit les derniers points bas pour plutôt ceux qui sont dans du petit swing, soit pour aller chercher un peu plus bas et accompagner bien évidemment pour les day traders. Je reste toujours un petit peu dans cette optique. Vendre ce niveau des 19 800 tant qu'on n'arrive pas à le reprendre. Attention, si on arrive à récupérer les 20 000, je pense qu'on pourra dans ce cas-là avoir un rebond un peu plus puissant. Peut-être aller viser les 20 600 et pourquoi pas réenvisager de vendre à ce niveau-là si on a un niveau de rejet et des catalyseurs qui permettent de le faire. Maintenant, je reste plutôt dans cet axe où on va continuer de baisser parce que pour moi, il n'y a rien qui montre encore aujourd'hui suffisamment de satisfaction pour pouvoir éventuellement poursuivre la hausse. Du côté du Dow Jones, cette fois-ci, pareil, on a cassé donc le niveau ici qui permet de valider le retournement de tendance, que ce soit en daily ou en 4 heures, peu importe, double top, rebond également. Et vous voyez, on est en train de bloquer dans la zone qui avait tenu, qui avait servi de support à plusieurs reprises depuis le mois de septembre 2024. Et finalement, on est en train de rejeter. Et l'objectif, bah, vous le voyez, hein, c'est ni plus ni moins que mon plan de cette semaine, c'est de vendre dans ces eaux-là pour aller chercher des niveaux plus bas. Et on pourrait même envisager d'aller chercher directement l'objectif du double top, c'est cette zone rouge que vous avez ici, où on vient tout simplement reporter la zone ici, hop là, de comment dire, de report d'objectif du double top, ce qui nous amène dans l'autre gros niveau de support ici sur les 38 000 points du côté du Dow Jones. Ça, c'est en tout cas ma projection pour les prochaines semaines et prochains mois, tant qu'encore une fois, on n'a pas de retournement. Du côté des indices européens, cette fois-ci, on va parcourir le DAX. Très intéressant, le DAX, on avait fait un super plan justement lundi, couplé par pas mal de choses. On a un contexte qui était plutôt positif en Allemagne, avec notamment une reprise de la situation budgétaire, plus de 500 milliards de votés. Et donc, on a dans ce contexte-là, eh bien, une jolie hausse qui s'est faite, cassure du 0,618. Le but, c'était de payer un petit pullback dans ces eaux-là. Vous voyez, on avait notre petite flèche verte pour aller chercher à la fois, c'était l'objectif de la semaine, vous voyez, c'était ce qu'on s'était donné, 17-22 mars, ATH plus point pivot weekly. On est venu dans la zone, donc très très jolie configuration qui s'est bien mise en place grâce à nos méthodes. Ça marche pas tout le temps, bien évidemment, mais quand ça fonctionne, c'est sympa parce que ça nous permettait de rentrer sur les 0,618, s'invalider un petit peu sous ce niveau, hein, finalement, de polarité des 0,618. Donc, on avait de la place et d'aller chercher ce type d'objectif qui apporte généralement des ratios à 2,5, un petit peu moins de 3 grosses mailles. C'est toujours très intéressant. On a corrigé depuis, on se retrouve de nouveau dans cette zone et finalement, on est dans une sorte de mid-range qui est une zone désormais que je ne souhaite absolument pas trader puisque c'est complètement différent. À ce moment-là, on n'était pas dans un range. Désormais, on a 2 points hauts qui bloquent, quelques points bas en dessous. On a très clairement, on pourrait même dire que le mid-range est un petit peu plus large. Oups là, pardonnez-moi, il faudrait l'étirer comme cela. Grosso modo, la zone des 22 800, 22 900, c'est pas du tout la, ouais, 23 000 pour faire simple. C'est pas du tout une zone que j'ai envie de travailler car zone d'indécision. On le voit bien, ça a été compliqué de travailler ici. Donc, pour l'instant, je resterai à l'écart. Mais en tout cas, on a fait des belles choses de ce point de vue-là. CAC 40, je vais même pas vous le présenter, il s'est rien passé. On va juste jeter un coup d'œil du côté du gold. Et là, c'est pour faire un petit clin d'œil à Vincent que j'ai la chance d'accompagner, qui m'a fait un trade de retournement de tendance. Donc, nous, l'objectif, alors il s'est rien passé, hein. Vous ne croyez pas que c'est un trade que j'ai pris, puisque mon objectif sur la semaine, c'était de venir repayer plutôt le niveau des 2971. Ça sera d'ailleurs toujours mon objectif sur la semaine qui suit pour tous ceux qui se demandent ce que je vais bien essayer de faire. Il y aura d'autres choses qu'on va essayer de faire également d'ici là. Par contre, bravo à Vincent qui a vu cette magnifique épaule, tête-épaule en haut de marché et qui a permis effectivement d'assurer un petit retournement. Pardonnez-moi, il l'a pris ici, épaule, tête, épaule, pullback, rejeté. Il a réussi à prendre dans les plus petites unités de temps le rejet et d'aller chercher un joli ratio de 2 jusqu'à eh bien, ce niveau. C'est des choses qu'on travaille dans les plans du lundi matin. Donc si ça vous intéresse, vous êtes bien évidemment les bienvenus. Encore une fois, il y a le lien en description si ça vous dit de pousser un petit peu ces analyses techniques et ces plans de trading. C'est une émission qui dure 1h30. Vous pouvez la regarder en replay. Je la fais à 8h30 le matin. Je donne tous mes plans de trading, les actifs qui m'intéressent, ceux qui ne m'intéressent pas, au regard de mes méthodes, avec des plans tout faits. L'idée, c'est pas de copier bêtement, c'est simplement de voir si ça correspond à vos stratégies et comprendre un petit peu comment on analyse et on crée des plans de trading. Ça permet de progresser, ça permet aussi d'avoir des plans tout faits. Certains marchent, certains ne marchent pas. L'objectif derrière, c'est de mettre de la gestion de risque. Et avec la gestion de risque sur le moyen long terme, on s'en sort. Il n'y a pas de secret de ce point de vue-là.
Voilà, en tout cas, du côté des marchés un petit peu. Si on passe d'un côté un peu plus micro, on va parler de l'actualité de certaines entreprises, avec notamment le secteur de la logistique du côté des États-Unis, avec FedEx qui a publié ses résultats trimestriels. Le chiffre d'affaires était au-dessus des attentes, 22,2 milliards, rien que ça, de revenus. Mais petit hic là-dedans, c'est que les prévisions pour l'année ont été revues à la baisse. Alors la cause, c'est quoi? C'est assez logique, hein, c'est la demande internationale qui ne suit pas trop et une industrie manufacturière qui galère. Donc l'action a bien souffert après cette annonce. D'ailleurs, on va jeter un coup d'œil tout de suite à l'action pour voir un petit peu ce que ça donne du côté de l'entreprise et surtout du graphique. FedEx, vous voyez, on a eu un décrochage qui s'est fait à ce niveau-là. On voit bien qu'on n'est plus dans la tendance haussière qu'on avait vue, notamment avec le décrochage qui avait déjà eu lieu par ailleurs la semaine passée. On avait ce gros niveau ici de polarité. Alors on pourrait même le mettre un peu plus gros. Ici, toute cette zone des 229-250. On voit qu'il y a un retournement de tendance qui s'est mis en place. On a une sorte de canal haussier qui a cassé également. Alors, est-ce qu'on pourrait parler de biseau? J'en suis pas totalement convaincu. Non, on est plutôt quand même sur un canal haussier qui a lâché. Bref, ça montre bien que la dynamique court terme, elle est un peu moins intéressante. Je suis pas allé checker sur Investing Pro ce que ça donne. On peut regarder. Donc, si on tape sur Investing Pro, ici, on va aller regarder la fiche société rapidement, voir le potentiel de valorisation. On a un potentiel haussier, hein, malgré tout, selon les analystes. On voit que Investing Pro nous le cote à 252, les analystes à 280. On a une entreprise un peu faiblarde au niveau des fondamentaux, hein. 2, c'est quand même pas génial, génial. On a une entreprise qui se paye moins cher, alors même si c'est pas le secteur qui se paye le plus cher, la logistique et le transport. On est à 13,8. Peut-être qu'effectivement, une correction encore un peu plus profonde pourrait permettre eh bien, de faire des choses intéressantes. Ces systèmes de notation sont très agréables, hein, encore une fois, sur Investing Pro. J'ai vu que vous avez été nombreux à passer par mon lien pour vous procurer l'offre en cours. Et je vous rappelle que vous avez une jolie offre avec le code AFF8 qui vous permet d'avoir un outil ultra puissant avec des outils d'IA qui permettent vraiment de faire plein plein de choses au niveau d'Investing Pro. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Il y a une vidéo que vous pourrez aller voir sur ma chaîne sur cette solution si ça vous dit d'investir dans la bourse et c'est vraiment un top solution. Donc en tout cas du côté de FedEx, attention, on lâche ces gros niveaux. Désormais, on pourrait s'amuser bien évidemment à faire un Fibonacci de l'autre côté si ça vous intéresse pour essayer de voir des niveaux de retracement potentiels qui pourraient être pertinents. Et d'ailleurs, on voit qu'on est déjà en train de casser les 0,5 de la dernière impulsion. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'on n'est plus vraiment dans une grosse tendance haussière. On a cassé et on est un peu dans un couteau qui tombe. Et j'aime pas vraiment acheter les couteaux qui tombent. Ça peut tomber bien plus loin, à part éventuellement acheter sur des gros niveaux de support. Mais bon, on n'a pas des bonnes perspectives. On a quand même des résultats qui ont été revus à la baisse. C'est pas toujours la meilleure chose à faire. Autre action qui a animé un petit peu les débats, Nike. Alors, c'était un petit peu mieux que prévu, même si le chiffre d'affaires est en baisse de 9% par rapport à l'année dernière. Ils ont fait 11,27 milliards de dollars, mais le bénéfice net est bien plus bas. On est à 700, je crois que c'est ici, voilà, 794 millions au lieu de 1,17 milliard par rapport à l'année précédente. Donc, grosse accélération baissière sur ces chiffres. Je suis vraiment pas fan, de ce type de configuration. Alors encore une fois, hein, le marché forcément il a pas aimé et d'autant plus qu'il prévoit une nouvelle, baisse des ventes pour la suite de 15 rien que pour le prochain trimestre et principalement, bah, il y a pas mal de choses, hein, qui concernent l'entreprise. Je vais pas trop rentrer dans le détail, mais il y a des efforts de restructuration qui sont faits et puis on a les tensions commerciales qui bien évidemment n'aident pas dans ce contexte. Et d'ailleurs, dans la suite du textile, on a Inditex qui effectivement a aussi publié, donc Inditex pour information, derrière il y a Zara, Massimo Dutti, etc., qui a publié des résultats annuels, eux, solides pour 2024. Mais sur les 5 premières semaines de 2025, leurs ventes ont ralenti à seulement 4% de croissance contre 10,5% l'année dernière. Donc encore une fois, ça sent pas bon. On sent bien qu'il y a de la tension dans ce marché du textile. Pour le moment, c'est pas forcément les actions que j'aurais envie de payer à court terme, d'autant plus que c'est un marché qui est quand même ultra concurrentiel. Allons jeter un coup d'œil avant de parler des autres actualités sur, notamment, Nike. Donc Nike, vous le voyez, c'est typiquement le genre d'entreprise qu'on n'a pas envie d'acheter. Pourquoi? Parce que, bah, ça ne fait que baisser et qu'en plus les fondamentaux actuellement sont pas bons. Alors malgré tout, il y a quand même un point sur lequel on peut tenter quelque chose pour, les plus audacieux. Ça serait pourquoi pas, eh bien, de payer justement ce niveau de support. Attention, pas de conseil en investissement ici. Ne le faites pas parce que j'ai dit on peut tenter un coup. Encore une fois, il y a des entreprises qui se comportent bien mieux que des entreprises qui ne font que chuter depuis bah, désormais plusieurs années quand même. On voit qu'en 2021, on était à 175 dollars l'action. On est à 66, donc c'est quand même une baisse significative
De grosses mailles ici, 62%. Donc, encore une fois, on est plutôt dans un couteau qui tombe, même si ça tombe un petit peu moins. Soyez extrêmement prudents. Si on regarde de côté d'Investing Pro ce que ça donne, on a une entreprise avec un potentiel haussier, mais maintenant, encore une fois, regardez un petit peu ce qu'on a du point de vue de la croissance. On n'est pas dans une entreprise qui arrive à générer du chiffre. Donc, certes, pour l'instant, l'entreprise a des bons scores de rentabilité, mais si on est rentable mais qu'on fait plus de croissance, ça peut aussi être bien moins intéressant, d'autant si on a de la restructuration en interne. Côté de flux de trésorerie, c'est OK et la valeur relative reste globalement chère. On est sur une entreprise qui se paye toujours 20 fois les bénéfices, ce qui est très haut, d'autant plus pour une entreprise qui fait que chuter. Et ça nous montre bien que c'est pas parce qu'on a des entreprises qui peuvent paraître intéressantes ou dont les produits on peut les aimer ou pas qu'il faut systématiquement les acheter. Et on a des entreprises aujourd'hui qui cotent bien plus cher que 20,3 fois les bénéfices, donc le PER. Et donc, je vous invite à être extrêmement prudent de ce côté-là. Concernant les autres actualités qui ont animé les marchés, on a Google qui a racheté la plateforme de cybersécurité Wiz pour 32 milliards de dollars. SoftBank, de son côté, qui s'est offert Ampere Computing pour 6,5 milliards de dollars afin de renforcer sa présence dans les processeurs pour les serveurs. Et dans la publicité, on a Unicom et Interpublic qui fusionnent pour peser face aux géants, notamment comme par exemple Google ou encore Meta. On termine cette émission avec une analyse sur les crypto-monnaies, enfin surtout sur l'actualité de celle-ci. L'actualité, elle est pas très fun hein, du côté des cryptos, enfin un peu comme l'ensemble du marché en réalité, en particulier pour les ETF Bitcoin au comptant. Il y a un peu plus d'un an maintenant, on avait les ETF qui sortaient. Et même s'il y a une grosse souscription au mois de janvier, bah, on s'aperçoit que finalement, il y a eu une sortie massive des capitaux. Pour votre information, le 11 mars, il y a eu un retrait de 371 millions de dollars et l'ETF de BlackRock a perdu 96 millions de dollars en une seule journée le 14 mars. Je l'ai pas, je crois pas que je l'avoir noté non, sur cette présentation. Juste ayant en tête qu'on est à zéro actuellement sur l'investissement entre ce qui a été ajouté en début d'année et ce qui a été retiré. On est à zéro, donc il y a quand même une sortie des capitaux malgré tout sur les ETF Bitcoin qui est à souligner. De son côté, la SEC a continué de repousser sa décision sur les ETF adossés à d'autres cryptos, comme notamment on a le XRP qui a été mentionné, le Solana, le Litecoin ou encore le Dogecoin. Et on ne saura rien a priori avant l'été 2025. Du côté de l'Europe, parce que je pense que plusieurs d'entre vous sont concernés et c'est mon cas, la réglementation MiCA avance bien avec une harmonisation des règles prévues pour la fin 2025 début 2026. Si on jette un coup d'œil au graphique du Bitcoin maintenant, BTC USDT, voyons voir un petit peu tout ce que cela donne. Où est-ce que tu es? Alors si je cherche dans les actions, je peux mettre du temps à le trouver. On va se mettre sur la plateforme Binance et on voit eh bien, tout simplement qu'on est pour l'instant sur les 0,5. Hein. Alors, c'est faux, pardonnez-moi. Pas du tout sur les 0,5 puisque c'est pas bien mis. Voilà, on est quasiment sur les 0,5 de la dernière impulsion haussière. Hein. Donc j'ai pris la dernière impulsion de juillet 2024 à janvier 2025. Depuis le dernier plus haut, on a retracé quasiment la moitié du mouvement. Pour l'instant, il n'y a pas de signal acheteur. Si on regarde ne serait-ce que les volumes, on ne peut pas considérer qu'on ait une hausse des volumes. Alors même si je zoome un petit peu, je dirais même qu'il y a une baisse des volumes. Donc il y a vraiment un manque d'intérêt actuellement. Si on descend même dans les plus petites unités de temps, on voit qu'il y a des accélérations baissières assez fortes avec des tentatives de rebond. J'ai plus l'impression quand je vois ça qu'il y en a certains qui achètent et qui permettent à ceux qui veulent vendre de trouver des portes de sortie à meilleur prix que dans les accélérations baissières. Donc je serai assez vigilant bien évidemment. Pour ma part, et encore une fois ici, pas de conseil d'investissement, je n'achète pas de Bitcoin. Je ne suis pas intéressé à en acheter à ce prix-là. J'envisagerai éventuellement sur les 72 000 dollars et pourquoi pas beaucoup plus bas commencer à renforcer et acheter de manière régulière si on revient autour des 50 000. Ça fera une correction de 50% par rapport au plus haut et puis recommencer un DCA comme on avait pu le faire à l'époque où on avait fait 68 000, tout 30 000, où j'avais commencé à remettre sur les 25 000 par ici. C'est dans mon plan d'investissement. Ça, il vient, tant mieux. Ça, il vient pas, tant pis. Encore une fois, c'est peut-être ce qu'il faudra faire. C'est peut-être pas ce qu'il faut faire. J'en sais rien. Les marchés sont incertains. Personne ne sait à l'avance. Encore une fois, le plus important, que ce soit dans votre trading ou dans votre investissement, c'est de gérer votre risque, savoir pourquoi vous le faites, avoir une stratégie d'achat, mais également de vente. Il faut que la stratégie de vente et de sortie, que ce soit un trading ou un investissement, soit définie, bien évidemment, au moment de votre stratégie d'achat, parce que j'ai encore trop de personnes, on l'a vu mercredi, qui arrivent en me disant qu'est-ce qu'il faut que je fasse de cette action. C'est pas moi qui peux répondre, je ne sais pas pourquoi tu l'as acheté, je ne sais pas pourquoi tu souhaites éventuellement la vendre. Et donc, quand on n'a pas de stratégie, ben, on se retrouve à ne pas savoir comment faire. Donc, il faut absolument avoir quelque chose de propre. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. Et je vous retrouve sur mon canal Telegram pour plus d'actualités dès la semaine prochaine. Et bien évidemment, pour retrouver le support. Et je vous laisse avec une autre vidéo sur l'investissement et le trading. Bon week-end à tous et à très vite. Ciao.